le présentateur. Monsieur Yahi, vous êtes là? Je ne le vois pas, hein, moi. D'accord. Donc, je vais essayer de le joindre une minute. Je vous reviens, si vous permettez. Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir, ok. Bonsoir, monsieur Yahi. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien, merci. Ok. Donc, ce soir, un instant. Bonsoir à soir. tous. Bonsoir. Monsieur le modérateur. Oui, bonsoir. Bonsoir au présentateur aussi. Est-ce qu'on attend les 5-10 minutes de courtoisie? Non, commençons exactement à l'heure pour, comme on l'a dit, aider ceux qui se sont déjà connectés il y a depuis 15 minutes pour qu'à 20h, ils puissent vaquer à leurs occupations. D'accord. OK, très bien. Surtout que c'est enregistré. Ceux qui auraient perdu le début, à tout moment, peuvent suivre encore l'enregistrement. Merci. Non, bonsoir à tous. Je dis rebonsoir à tous. Comme vous le savez, pour ceux qui sont là ce soir, nous avons un thème que M. Yahi Patrick va nous présenter. Le thème, c'est l'utilisation de Docker en entreprise. Donc, c'est ça qui nous réunit ce soir. Je vais essayer de présenter M. Yahi, qui est un informaticien comme nous tous ici d'ailleurs, et qui va essayer de développer ce thème ce soir pour nous permettre de comprendre l'utilisation des Docker en entreprise. Comme vous le savez, les Docker sont devenus très populaires en entreprise ces dernières années en raison de leur capacité à simplifier et à accélérer le déploiement d'applications. Les entreprises utilisent souvent des conteneurs appelés Docker pour des raisons que M. Yahi va essayer de nous expliquer. Aussi, il va essayer de nous donner les avantages, la portabilité des applications, l'isolation, tout ce qui concerne les Docker ce soir. Donc, nous allons le suivre attentivement, essayer de prendre les questions pour lui permettre de nous expliquer et de comprendre au mieux l'utilisation de ces Docker en entreprise. Monsieur Yahi, je vous laisse vous présenter avant de commencer la présentation du thème de ce soir. Je vous remercie. Merci Suleiman. Merci bien. L'introduction est parfaite. Donc, je suis Patrick Yahi. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le monde du IT. J'ai roulé ma bosse un peu partout, mais je suis resté focus sur tout ce qui est système depuis donc plus d'une vingtaine d'années. Donc, les aspects architecture, optimisation, etc. sont mon domaine de prédilection et surtout le monde de l'open source. Donc, sans plus tarder, on va démarrer. Je vais essayer d'afficher. Voilà, mon PowerPoint. Voilà. Merci. Tout le monde voit? Oui, parfait. Oui, parfait, M. Yahi. Vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Alors, donc, le sujet qui nous réunit aujourd'hui dans ce After Work, c'est de voir un peu ce qu'on peut faire avec les Docker en entreprise et quels sont les domaines dans lesquels ils sont vraiment intéressants. Un conteneur, en fait, Docker, c'est un peu comme si on dit un frigo, c'est une marque. En réalité, ce
qu'on veut voir ce soir, c'est la technologie de conteneur à partir de l'outil Docker. Donc, un conteneur, c'est un peu ce que vous voyez sur les bateaux, c'est un ensemble empilé de briques dans un bateau et chacun ayant sa spécificité. Donc, le Docker, c'est une application qui a été créée il y a déjà plus de 5 ans par Hike, qui est dérivée de Linux Container. Il y a depuis le début de Linux ce qu'on appelle les LXC, qui permet d'isoler l'exécution d'une application dans quel cas on l'utilisait, etc. Bon, c'était très peu utilisé et surtout parce que très difficile à configurer. L'objectif, c'est de définir des namespaces dans un processus qui tourne sous Linux. Alors, on va voir un peu comment des statistiques pour l'utilisation des conteneurs en entreprise. Aujourd'hui, jusqu'en 2018, on avait 25% des entreprises de grande taille qui utilisaient donc les Docker. Aujourd'hui, ces chiffres ont explosé, malheureusement. Je n'ai pas eu les dernières statistiques de Datadog. Donc, je me contente de ça et vous allez m'en excuser. Donc, sur la plupart des gros serveurs que nous avons, enfin, les grosses entreprises, 20% de leurs serveurs utilisent des conteneurs. Donc, on va parler de AWS, Azure et quoi d'autre, la panoplie de GitLab, de GitHub, etc. utilisent tous des conteneurs. Et on va voir brièvement pourquoi tout à l'heure. Donc, comme je le disais tout à l'heure, plus on monte en gamme, plus une entreprise devient dépendante de l'utilisation du IT et surtout des data centers, donc plus de serveurs, plus elle a besoin de serveurs, plus ses besoins aussi augmentent dans l'utilisation des Docker. Et de ces gros data centers aujourd'hui qui utilisent des Docker, en fait, 50% d'entre eux aujourd'hui ont des outils d'orchestration. C'est-à-dire, prenons Netflix. Netflix, mettons, en Europe, il est 20 heures. À cette heure-ci déjà, le nombre de connexions à Netflix se multiplie par 2, par 3, par 4. Donc, les ressources sont énormément sollicitées. Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, les différentes plateformes de Netflix sont configurées pour que, au-delà d'un certain seuil, la plateforme d'orchestration génère automatiquement un certain nombre de conteneurs pour pouvoir décharger les conteneurs déjà en place. Donc, pour toujours avoir un niveau de performance intéressant. Et plus proche de nous ici,
Je vais prendre un exemple. C'était il y a 2 ans, la Sénat, donc, qui s'occupe des élections au Bénin, avait mis en place, avait déployé sa plateforme pour gérer les différents, comment vous appelez ça, les personnes que la Sénat embauche pour s'occuper donc les agents électoraux dans les régions. Ce nombre qui, pour moi, à mon sens, n'est pas déjà très important, mais a réussi quand même à faire écrouler la plateforme qu'avait mise en place la Sénat, qui était déjà une très bonne idée. Sauf que, vu qu'ils n'ont pas pu gérer les performances, ils ont écroulé ça. Alors qu'il aurait fallu mettre en place des outils d'orchestration avec une sous-couche Docker, etc. Bon. Voilà. Donc, la plupart des applications en termes de statistiques qui sont utilisées aujourd'hui sur les Docker, on a près de 40% Nginx qui est un serveur web du même type que Apache. Ensuite vient Redis, une base de données cache. Alors, donc, vous avez Redis, en gros, base de données, Postgres, base de données, Fluentd, qui est aussi dans la data, Elasticsearch, pour ceux qui connaissent, toujours dans la data. En gros, on part en dehors de Redis, en dehors de Nginx, on part de Redis jusqu'à RabbitMQ, c'est que la data, la gestion des données. Les bases donc vous avez les bases de données, la recherche, les statistiques, et les bases de données en cache, etc. Ensuite, en dernier, vient le load balancing pour le proxy. En fait, le proxy aussi, la sous-couche proxy cache, qui est aussi une gestion de données. Donc, les Docker sont énormément utilisés pour l'optimisation des données, la manipulation des données en règle générale. Alors, au Bénin, où en sommes-nous? J'aime bien notre hymne national, qui est, ceci dit en passant, je dis merci aux membres du bureau qui ont accepté que je fasse cette présentation. Ça m'a permis de relire en détail notre hymne national et j'ai fait ressortir cette partie qui dit « Livrez au prix du sang des combats éclatants. Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus forts dans l'unité chaque jour à la tâche pour la postérité, construisez sans relâche. » Et c'est ce qu'on a commencé depuis des années déjà. Le Bénin évolue, quoi qu'on dise, dans le domaine du Haïti, le Bénin évolue progressivement. Sauf que j'ai toujours constaté depuis 2009 que nous avons un problème avec la gestion, la partie intelligente du Haïti, la gestion des données, les applications en règle générale, les architectures applicatives. Donc, ce que je veux dire, on a construit le data center, l'institut, l'IMSP s'est doté d'un calculateur unique dans la sous-région. Il y a bien des projets qui sont en cours. Et tout à l'heure, j'ai parlé de le streaming géré par Netflix. On vient de lancer la télévision numérique terrestre au Bénin. Comment
tout ça se matérialise. Comment l'IMSP compte valoriser son data center, son centre de calcul, comment le data center national que j'ai aujourd'hui, la SBIN, compte proposer des services un peu comme le font les services cloud tels que Azure, AWS et tout ça. Comment? On donne toujours l'impression que ces systèmes sont extrêmement complexes, c'est vrai, et que nous ne pouvons pas y arriver. Et c'est en cela que je me suis dit, OK, au lieu d'ouvrir un débat qui va durer une journée, après on va fermer et passer à autre chose, par quoi il faudrait que nous démarrions? Alors, je me suis dit, ça, nous sommes en train de parler typiquement du monde DevOps. Nous allons commencer par la base, donc la gestion des conteneurs, la création des conteneurs. Déjà, on laisse d'abord Data Center National, pour l'instant ça va être un peu compliqué. L'IMSP pourrait déjà utiliser les conteneurs très facilement sur sa plateforme et proposer des services de base. On pourrait même se tromper, c'est pas grave, mais ça permettra de démarrer quelque chose. Une fois que nous avons donc nos conteneurs, l'objectif sera déjà dans le monde de la recherche ou le monde universitaire en règle générale, avoir un ensemble de services proposés déjà en interne chez eux, au fur et à mesure qu'ils vont être améliorés et ensuite pourraient intéresser le grand public. Donc, en règle générale, le Docker, les conteneurs en règle générale, poursuivent quels objectifs? C'est la simplification et le déploiement des environnements. Ensuite, le déploiement, la création de microservices avec les dépendances qui vont avec, etc. Sur ce point, il y a la méthode de gestion, le modèle agile, je veux dire. Le modèle agile, jusqu'à présent, à chaque fois qu'on en parle dans certains milieux, je rigole un peu parce que les gens on conçoit tout, mais on est limité juste avant le déploiement. Alors que la méthode agile va jusqu'en bas. Et c'est ce qui le rend intéressant, le rend pratique. Donc, nous mettons en place un processus agile qui, par exemple, toutes les 2 semaines, on fait des déploiements, des micro-déploiements, et ceci pourrait se matérialiser sur la plateforme à partir aussi des microservices qu'on pourrait mettre en place. Ceci dit, ce n'est pas vérifié pour tout type d'application. Alors, ça, c'est le cas de la méthode agile. J'avais pris aussi le cas tout à l'heure du streaming. Dans le cas de Netflix, on va prendre un cas typique béninois, l'ORTB qui veut passer en ligne. Passer en ligne, ça veut dire avoir un serveur de streaming qui permettrait de desservir la plupart des abonnés ou des utilisateurs ou enfin, ceux qui regardent l'ORTB. Alors, nous sommes à 20 h aujourd'hui, beaucoup
beaucoup de gens souhaiteraient suivre le journal à la télé. Ça veut dire que la charge du serveur va augmenter. Et mécaniquement, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, les outils d'orchestration qui vont constater que la charge commence à augmenter, donc créer des conteneurs supplémentaires. Et ces conteneurs ne font pas uniquement du streaming. Il y a les conteneurs pour la couche réseau, les conteneurs pour les bases de données, etc. Enfin, bon, après, c'est de l'architecture. L'objectif, c'est que vous visualisez que le fait de constater que la charge devient très importante, automatiquement, bon, on peut créer d'autres microservices, etc. et décharger soit une machine ou décharger un conteneur qui est déjà en place. Troisième exemple qu'on veut prendre, toujours dans le cadre d'un modèle génie logiciel, on constate, si on n'est pas en mode microservice et que c'est une application monolithique, on veut faire un update, on veut faire une mise à jour. Le seul choix que vous avez, c'est d'arrêter l'application, de faire la mise à jour, de contrôler que, bon, vous avez peut-être contrôlé auparavant, et vous faites la mise à jour en espérant que tout marche bien et vous remontez. Mais dans le cadre des microservices où on utiliserait des conteneurs, c'est la partie que vous voulez updater que vous arrêtez. Donc, toute votre plateforme ne tombe pas. C'est juste la partie sur laquelle vous voulez faire un update qui est arrêté. Vous faites vos modifications, vous assurez que tout marche bien et vous remontez. Et c'est presque transparent pour l'utilisateur. En tout cas, c'est moins dérangeant que d'avoir toute la plateforme down. Donc, évidemment, le troisième point, donc, l'orchestration des instances, etc. Voilà. Et pareil, le quatrième point, on vient d'en parler, donc le running upgrade, et le clustering, etc. Et l'élasticité, la flexibilité. Voilà. Donc, un conteneur, en fait, c'est d'isoler un processus sur un système hôte qui est un peu différent des machines virtuelles. On va voir ça tout à l'heure. Donc, c'est conçu pour embarquer des microservices, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ça exécute une instance d'une image, on va le voir aussi tout à l'heure. Et l'image, donc, en fait, un Docker est composé de deux parties. Donc, la partie conteneur et la partie image. La partie image est en fait un ensemble de fichiers déclaratifs, la plupart dans le format YAML, on écrit YML pour ceux qui connaissent. Voilà. Oui, donc jusque-là, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est clair, ils se poseront toujours des questions. Alors, concrètement, vous avez une machine virtuelle. La plupart d'entre vous connaissent VMware, connaissent... bon, VMware, prenons VMware. Donc, vous avez la couche matérielle, infrastructure, sur laquelle est monté votre système d'exploitation, et sur le système d'exploitation, il y a l'hyperviseur qui est sur VMware, est appelé ESXi.
À partir de là, maintenant, vous découpez donc la plateforme qui vous a été réservée, vous la découpez et vous installez un système d'exploitation là-dessus. Et à partir de ce système d'exploitation, vous avez en fait une nouvelle machine qui est virtuelle sur laquelle vous pouvez installer tout ce que vous voulez. Et donc, votre machine VMware peut contenir un ensemble de machines virtuelles. Dans le cas d'un conteneur, vous avez toujours l'infrastructure, vous avez le système d'exploitation hôte et le moteur Docker, cette fois-ci. À partir de là, tout est différent. Maintenant, on n'a plus à installer un système d'exploitation, c'est juste directement une encapsulation applicative qu'on fait à l'intérieur donc du moteur Docker. Donc ça va, c'est très rapide en fait, juste le temps de télécharger ou de recompiler votre application et vous avez donc votre application qui tourne. Alors, on a le Docker. Peut-être pour la prochaine fois, au cas où on serait intéressé par le sujet, j'ai voulu mettre ici, présenter rapidement OpenShift. Est-ce qu'on va le présenter? Qui est un outil d'orchestration, en fait, qui permet d'embarquer Docker et Kubernetes, Kubernetes aussi, qui est un outil d'orchestration, mais OpenShift est un niveau au-dessus en termes d'ergonomie, de facilité d'utilisation, etc. OpenShift est utilisé par de grandes entreprises, est utilisé dans le monde du cloud. Sans trop m'avancer, je dirais que est utilisé par exemple par AWS et puis d'autres noms du domaine du cloud très en avance. Oui? Alors, un peu comme pour ceux qui le connaissent, ce qui se passe dans le monde du GitHub, où vous avez la possibilité donc d'avoir vos applications sur un cloud et pouvoir le télécharger ou faire des modifications comme vous voulez. Le Docker aussi est organisé comme ça. Vous avez un ensemble de repositories en ligne qui sont déjà pré-paramétrés et que vous pouvez déployer directement sur votre plateforme en local. Donc là, j'ai mis juste un exemple pour que vous voyez Nginx, Redis, etc., etc. Vous pouvez les déployer directement en local, ils sont préconfigurés. Ça, c'est si vous voulez. Sinon, vous pouvez bâtir votre truc de zéro. Donc, ça s'appelle Docker Hub. Ce midi, j'ai envoyé un lien pour une plateforme de démo où, si vous voulez vous faire la main pour des trucs très simples sur Docker, vous créez un compte et vous avez la main pour faire des manipulations. Mais l'idéal, ce serait de faire ça en local chez vous. Alors, comme je disais tout à l'heure, le fichier YAML dont on parlait, voilà un peu la syntaxe. Et là, typiquement, qu'est-ce que je fais? Il y a un micro qui est ouvert là. Donc, je veux monter CentOS.
Et là-dessus, j'installe donc Python. Python et puis son environnement virtuel. Et ensuite, j'installe des applications à l'intérieur de cet environnement virtuel, typiquement Indico, etc. Et alors, il y a quelque chose, on n'est pas rentré dans les détails, mais typiquement, là, je crée un port. Quand vous lancez votre Docker, automatiquement, il utilise la couche réseau et cette couche réseau n'est pas visible de la machine hôte. Pour qu'elle soit visible, il faut exposer le port utilisé. Et là, c'est ce qu'on fait ici, 8000, le port 8000. Et bon, sur quoi c'est mappé après, bon, on pourrait aller dans les détails après pour voir ça, mais dans cette première phase, il fallait juste présenter brièvement Docker. Maintenant, une application, la plupart du temps, une application a des dépendances. Comment on fait pour lancer l'application avec toutes ces, enfin, déjà installer, ensuite lancer avec toutes ces dépendances? On utilise l'outil Docker Compose qui permet donc de créer votre application. Déjà, vous définissez la version de l'application. Donc, votre application, vous faites le build. Le port, là, ici, je mappe le port 8000 du conteneur sur le port 8000 de la machine hôte. Donc, c'est le port 8000 de ma machine qui sera vu. Ensuite, je lui dis que pour cette application, il faut exécuter le fichier de configuration qui s'appelle config file. Et ensuite, j'ai besoin d'une base de données, donc qui sera Postgres. Il va aller sur Docker Hub, télécharger me faire un pool de Postgres avec, si je ne précise rien, il me fera avec la version latest, donc la version la plus à jour aujourd'hui. Ensuite, je prends une image de Redis que je configure et je fais ici. Cette fois-ci, vous voyez, le port 6379 n'est pas visible de ma machine hôte. Je ne peux pas joindre ce port-là. D'ailleurs, ce n'est pas nécessaire, c'est juste mon application qui en a besoin. Donc, voilà. On part de Docker, on lance une petite application genre Nginx, boum, je me connecte et puis voilà. Et maintenant, je pars d'une application avec multicouche qui a besoin d'une base de données, une base de données de cache, etc., que je configure, mais cette fois-ci, je dois utiliser l'outil Docker Compose pour lancer tout ça automatiquement. Voilà. Donc, mon ami Abdias aime bien, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé sur le forum, c'est-à-dire l'outil de BI. Je me suis dit, tiens, je vais prendre un exemple qui est parlant pour tout le monde, mais cette fois-ci qui est open source. Donc, j'ai pris Superset, qui est un outil de visualisation de BI, et sur lequel on utilise actuellement dans une plateforme que nous sommes en train de déployer et qui est un outil très bien que je recommande. Alors, nous sommes arrivés à la fin de la présentation. Maintenant, nous allons passer à des choses un peu plus concrètes. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut installer Superset dans un conteneur. Donc, on va le pouler, on va aller le chercher
dans le Docker Hub. Et là, vous voyez, je n'ai pas précisé. Il va me chercher le latest, comme je dit tout à l'heure. Ensuite, la seconde ligne, je vais lancer mon Docker. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'étais où? Donc, pour gagner du temps, hein, moi, j'ai installé directement. Mais on va faire... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfaitement. Moi, Oui, c'est bon. OK chez moi, oui. Oh, oui. C'est la présentation que vous voyez ou bien... Non, non, l'écran de démo. Le login, on dirait. D'accord, parfait. Parfait. Alors, on va essayer de passer juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc, je vais faire un pool. Ouais, je sais pas le bon endroit. Voilà. Donc, il va chercher le latest. Vous voyez le tag qu'il envoie par défaut. Il va chercher le latest. Donc, il me dit que ça existe, ça existe. Ce qui n'existe pas, s'il y a eu des modifications qui ont été pushées tout à l'heure, il me les télécharge. Donc, tout ceci, il va les chercher dans le Docker Hub. Mais par contre, si votre entreprise est très évoluée ou utilise des applications spécifiques, rien ne vous empêche de bâtir votre propre hub dans lequel Docker irait chercher. Donc, votre moteur Docker sera configuré directement dans les fichiers de configuration qui se trouvent dans ETC. Donc, vous voyez, il y a à peine 1 heure que j'ai fait un pool de tout ça, et pourtant, c'est un monde très dynamique. Hein. Il y a déjà des modifications qui ont été vérifiées, validées, et qui sont déjà en push sur la plateforme. Du coup, je ne sais pas, je n'ai pas arrêté mon Docker tout à l'heure avant de faire ça. C'est pas grave, on va voir. On va voir qu'il finisse, qu'il me donne la main. Alors, là, c'est typiquement mon Internet qui rame un peu ce soir. Mais c'est pas grave, on va terminer là. Est-ce qu'on est sûr si Patrick est toujours connecté avec nous? Allô? On a été coupé. Ah, OK, d'accord. On te reçoit maintenant parce que tout ça, comme si c'était gelé.
On a Oui, vu on a que été coupé là. ton download, justement, s'était figé à un moment donné, donc on a compris que tu n'étais Oui, plus connecté. je crois que j'ai un petit souci de connexion. Vous voyez encore mon écran? Oui. Non. Oui, on voit l'écran, mais il est gelé. Il n'y a plus de progression comme tout à l'heure. Là, il y a progression maintenant. Vous voyez la progression ou bien je Oui, relance c'est l'écran? revenu. La progression est revenue. D'accord. D'accord. Donc, heureusement que... Donc, je vous disais que je suis avec un de mes collaborateurs qui s'appelle Victor, qui est spécialiste BI. Donc, il va vous présenter en 5 minutes tout à l'heure Super 7. Le temps qu'on termine tout ceci. Normalement, un pool comme ça de Super 7, bon, voilà, on a terminé. Normalement, ça ne devait pas prendre plus de 5 minutes si je n'avais pas de problème de connexion. Alors, maintenant, je Oui, vais... mais s'il te plaît, Patrick, il y a une ligne là qui n'est pas allée à la fin. Quel impact ça a? Si tu veux, je pense que, en fait, il a terminé, hein, mais bon, si tu veux, on va relancer une dernière fois. Voilà, il n'y a plus rien. On a up to date. Donc, j'ai fait la connerie de ne pas arrêter le serveur tout à l'heure, enfin le Docker tout à l'heure. Normalement, ça ne devait pas avoir un impact. Sinon, on va quand même l'arrêter pour vous montrer comment on relance tout ça sur Docker. C'est down. Déjà, on va vérifier les Docker qui sont installés. Donc, j'ai créé mon Docker, mon instance, je l'ai appelé DSIBJ Super 7. Donc, il tourne depuis 2 heures. Vous voyez le port sur lequel il est mappé, enfin, le port en interne, c'est le 8088. En TCP V4 et le port 8080 en TCP V4 toujours, mais sur ma machine haute, enfin sur l'hôte. Et vous avez la même configuration en V6 aussi. On a eu besoin de RabbitMQ, on a eu besoin de Postgres, on a eu besoin de Redis. Donc, à chaque fois, il vous montre les instances qui sont montées, euh, les tags de versionning qui sont utilisés ou les machines spécifiques, le provider tel que Alpine ici ou Redis. Donc, je vous disais tout à l'heure que mon fichier YAM, il est où? Il est où? Non, j'ai pris le mauvais exemple, j'ai pas eu besoin de YAM ici. Il fallait qu'on y aille rapidement, mais bon, c'est... Donc, je vais arrêter tout ça. Euh, Voilà, on vérifie encore qu'il est bien arrêté, tout ça. Impeccable. Donc, on va relancer.
j'espère qu'il tourne. C'est quoi déjà le truc? C'est le port. 80. Ah. Alors, on va voir. Ouais, parfait. Donc, malheureusement, je vais encore couper ici pour vous montrer sur le navigateur ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc là, on est sur le navigateur. Vous voyez ici que l'adresse de ma machine. Donc, voilà. Je vous montre l'adresse de ma machine. Hop. Oula, désolé, hein, j'en ai un paquet. Voilà, donc NS33, on est sur l'adresse 38. Donc c'est sur cette adresse qu'on se connecte sur le port 8080. Et donc je repasse là-dessus. Voilà, donc vous voyez, on est bien connecté sur le port 38, sur l'adresse IP 38, sur le port 8080. Bon, je reviens en arrière, un coup en arrière. Hop. Et là, je passe la main rapidement à Victor. Donc, Victor, tu es avec les DSI du Bénin. Bonsoir à tous. Je m'appelle Victor Adeyemi Aou. Déjà là, ce soir, on va parler de Superset après la présentation de Docker de M. Yahi. En gros, Superset, c'est une application, c'est un open source qui a été développé par un ingénieur qui travaille à Airbnb. La problématique qu'on vise à résoudre avec Superset, c'est celle de la data visualisation. Lorsque, avec un système d'exploitation, un système d'information, on a fini de collecter, de traiter, de stocker les données et qu'on veut diffuser ces données, on veut utiliser ces données-là pour prendre des décisions. Généralement, on exporte ces données dans un fichier Excel et après, maintenant, il y a une équipe qui passe sur le fichier pour savoir est-ce qu'il y a eu des fluctuations, est-ce qu'il y a eu des variations. La data visualisation vient résoudre ce problème en mettant en place des outils qui vont permettre, des outils d'analyse qui sont entre autres ce que nous connaissons déjà, les graphes, les camemberts et tout un tas d'autres types de visualisation, comme les graphes, des tableaux et tout ça. Donc Superset, dans un premier temps, va vous permettre de réaliser, de vous connecter d'abord à une base de données. Et ce qui est bien avec Superset, c'est qu'elle offre une panoplie de bases de données qui sont basées sur SQL et avec d'autres extensions, vous pouvez même vous connecter à des bases de données qui sont NoSQL. Donc, vous pouvez faire des requêtes, récupérer des données depuis votre base de données ou votre entrepôt de données. Ensuite, avec ces données-là, vous pouvez faire comment on appelle, des graphes. C'est ça. Vous avez ces graphes-là qui sont disponibles dans le menu Chart. Quand on ouvre le menu Chart, on a plein de graphes qui ont été déjà faits. Pardon. On va par exemple choisir par exemple Country of Citizenship. Oh non, pas celui-ci. Le Covid ou US,
Voilà, par exemple, ce graphe-là qui retrace en fait le nombre de personnes qui ont été vaccinées aux États-Unis, qui ont reçu le vaccin Covid aux États-Unis, dans tous les pays du monde, pardon. Déjà, je rappelle que c'est juste un exemple, donc les données qui sont là ne sont pas forcément justes. Donc, nous avons aux États-Unis, par exemple, 63 personnes, au Canada, 14. Donc, déjà, avec ça, quand on présente ça à quelqu'un, à un décideur, à quelqu'un qui est censé prendre une décision, à défaut de lui afficher un tableau Excel avec plein de données qu'il ne pourra pas forcément analyser, quand on lui affiche ça, il sait déjà qu'il pourra déjà voir qu'il y a que plus on va dans les pays les moins développés ou bien dans des pays qui n'ont pas un fort taux d'accès aux soins de santé, le nombre de personnes vaccinées diminue. Donc aux États-Unis jusqu'à la Slovénie, je crois, qui a une personne. Donc déjà, Super7 va permettre de pouvoir prendre une décision en se basant sur ce graphe-là. Après avoir fait les graphes, il y a la notion de dashboard, de tableau de bord. Il y a la notion de tableau de bord qui est aussi représentée. Les tableaux de bord, c'est un peu comme un ensemble de graphes qui sont mis ensemble. Donc, si on veut faire un tableau de bord sur toujours les vaccinés à la COVID-19, nous avons par exemple ce tableau de bord qui retrace ça. Donc là, vous avez une description de ce que présente le tableau. Ensuite, vous avez par exemple un graphe. Ça fait vaccine quantité per phase. Le nombre de personnes vaccinées par phase. Il y avait la première phase, la deuxième phase, la troisième phase. Donc, il y a ce graphe-là qui permet de retracer ça. Il y a encore ce graphe qui fait la même chose, seulement que la visualisation change. Ici, nous sommes sur un camembert. Ici, nous sommes sur un histogramme. Et on retrouve encore, par exemple, une carte du monde avec le nombre de personnes vaccinées par pays. Donc, vous voyez, avec Super7, on peut faire beaucoup de choses en ce qui concerne la data visualisation et tout. Complètement dynamique. C'est complètement dynamique parce que, étant donné que le Super7 il est connecté à la base de données de façon périodique, il ira faire des requêtes vers la base de données pour voir s'il y a eu de nouveaux ajouts ou bien de nouvelles suppressions. Donc, ces données-là sont complètement mises à jour en temps réel ou à un intervalle bien défini. Et ces données sont complètement manipulables. On peut les exporter, on peut les envoyer par mail, on peut les envoyer un lien, on peut les télécharger en CSV ou en image. Lorsqu'on fait télécharger en image, vous avez ça qui est disponible. Désolé. Vous avez ça qui est disponible sur votre machine. Donc, vous avez ça déjà là. Vous pouvez partager ça, mettre ça dans un document pour pouvoir faire. Si c'est par exemple un chercheur qui vient sur la plateforme, il voit ça, il peut télécharger, mettre ça dans son document et poursuivre ses recherches. On fait des manipulations directement en ligne. Ou faire même des manipulations directement en ligne. Parce qu'il y a la possibilité d'ajouter des filtres. C'est-à-dire, quelqu'un va peut-être dire que lui ne veut pas voir ça en fonction de tous les pays du monde, mais il veut voir ça en fonction des pays africains. Donc, il y aura un filtre qui sera mis. Je ne sais pas s'il y a un filtre qui est disponible ici. Non, le filtre n'est pas disponible ici. Non. On peut configurer un filtre pour pouvoir voir ça seulement avec le continent africain, seulement avec le continent américain, le continent sud-américain, le continent asiatique et océanique. Donc, Super7, ça, ce n'est qu'un exemple de ce que Super7 peut faire. Il y a plein d'autres visualisations qu'on peut avoir avec Super7. Et c'est un outil totalement open source, c'est-à-dire vous pouvez même le prendre et l'adapter à vos besoins, à vos besoins propres. Ce qui est aussi bien, c'est que là, on a l'impression que c'est un outil qui est destiné seulement au IT. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que l'IT, lui, il a configuré le dashboard, il peut exporter ce dashboard-là sur un site externe. C'est-à-dire, par exemple, si c'est une entreprise qui propose, je ne sais pas, des services comme MTN, par exemple. MTN veut montrer à ses utilisateurs la croissance ou bien il veut montrer, par exemple, la fluctuation, comment le débit d'Internet s'améliore au fil des années au Bénin. Il peut faire un dashboard et ils vont connecter ça à leur base de données ou bien à leur service de stockage. En fonction du dashboard qu'ils auraient configuré, ils vont associer ce dashboard-là à leur site internet, c'est-à-dire toute personne qui va sur le site internet, sur la page qui contient le dashboard, il pourra voir tous les graphes que ceux qui auraient conçu le dashboard auraient configuré. Et voilà, c'est assez intéressant comme outil. Voilà, merci bien. C'était une présentation concise
pour ne pas trop abuser de votre temps. Donc, toutes les manipulations que vous feriez sur Super 7 ici, peut-être la prochaine fois, on pourrait aller plus loin sur Docker. Donc, vous faites les manipulations, tout ce que vous faites comme manipulation ici, lorsque vous revenez sur Docker, vous arrêtez et vous relancez, vous avez perdu toutes ces manipulations. Juste parce que nous venons d'installer le Docker en standard, on n'a pas fait un mapping du volume, c'est-à-dire l'espace sur le disque. Comme je vous avais dit au début, Docker n'est qu'une isolation d'une application sur la machine hôte. Donc, tout ce qu'elle fait est complètement isolé, même l'espace de stockage. Donc, une fois que vous arrêtez, tout ce que vous avez fait est perdu, sauf si vous avez paramétré de sorte qu'il y ait un mapping du volume actuel sur la machine hôte. Donc, et la plupart du temps, c'est ce qu'on utilise, c'est ce que nous utilisons en entreprise. On va un peu plus loin que ça, on met en place tout un ensemble d'infrastructures autour de Docker qui est plus en avance que tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Mais je pense que très prochainement, si la demande se fait sentir, on pourrait faire des... Oh mince, je sais pas les bons droits. Voilà. Donc, ça c'est autre chose que j'ai encore installé. Oui, non, non, ça c'est... oui, comment on dit ça en français? Gestionnaire de... IDMS, la GED, voilà, la GED, c'est une GED que nous sommes en train de tester et c'est bizarre que ce soit le seul qui soit... Voilà en gros, voilà les volumes qui sont montés directement en local sur ma machine. Et dès que je me déconnecte, tout ceci sera perdu. Donc, on peut aller plus loin plus tard pour faire des travaux sur les Docker, monter une architecture complète. On peut dessiner un scénario sur lequel on va s'entendre et puis avancer ensemble. Donc, j'espère que je n'ai pas trop abusé. Je vous remercie de m'avoir écouté et s'il y a des questions, je suis ouvert. Merci bien. OK, merci bien, Monsieur Yahi. Merci pour la présentation. Merci à tous ceux qui sont présents ce soir pour toute cette présentation. Nous vous remercions. Et je pense que nous allons demander aux différents intervenants, ceux qui souhaitent, disons, poser des questions, de pouvoir se manifester pour qu'on puisse les enregistrer et prendre les questions qu'on mettra à la disposition du présentateur. Merci.
Allô, vous m'entendez? Oui. OK. Et bon, la première personne qui se manifeste, c'est M. Eric. Monsieur Eric, je pense qu'on ne va pas trop tarder. Posez votre question en attendant que d'autres se manifestent. Bon, il y a encore d'autres qui se manifestent. Je pense que c'est... Voilà. Monsieur... OK, je peux y aller? Oui, oui, bien sûr. OK, super, merci. Merci à Patrick, ainsi qu'à... j'ai oublié le nom de celui qui l'accompagnait. En tout cas, merci à vous pour... Victor. Victor, voilà. Merci à Vincent hein, pour l'organisation. C'était assez intéressant de voir un peu comment ça se passe avec Docker. Bon, ça m'a rappelé peut-être quelques petits bons souvenirs. C'est vrai que je suis plus aussi proche de la machine que j'ai pu l'être par le passé. Moi, j'avais des questions qui sont d'ordre, je vais dire, business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'environnement qui est le nôtre, donc je parle du Bénin et peut-être de quelques pays africains, est-ce que Patrick a des statistiques sur l'usage réel de Docker au niveau de ces entreprises ou des entités dans nos pays? Je parle notamment de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui m'intéresse. J'aimerais aussi, en parallèle, enfin, en deuxième position, demander quel est c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'être, sinon, est-ce qu'il y a un intérêt entre le fait d'être on-premise versus dans le cloud pour tout l'intérêt de Docker. Voilà. Donc, c'est les deux interrogations que j'avais, sachant que la première est la plus importante pour moi, notamment le taux de pénétration au niveau de l'environnement ouest-africain. Merci. On répond en même temps ou on prend tout le monde? Je ne sais pas ce que les gens vont décider. Est-ce que c'est mieux qu'on réponde en même temps ou bien on prend toutes les questions d'abord ou bien vous voulez que ça soit de façon interactive pour que ça aille plus vite? Bon, moi, j'aurais préféré que vous répondiez en même temps. Hein. Si ça ne dérange personne, je pense que ça va aller plus vite ainsi. Sinon, on risque d'escamoter certaines questions. Monsieur Patrick. OK, d'accord. Okay, si vous pouvez répondre rapidement, avant qu'on donne la parole au deuxième intervenant, le premier, monsieur Eric, vous pouvez baisser votre bras et votre main. Il répond avant qu'on donne la parole à d'autres. Merci. Merci Eric pour tes questions. Merci d'avoir participé à tout ceci. Je sais que nous sommes tous pris. Donc, déjà, les stats sur l'usage du Docker, du DevOps en règle générale en Afrique, on a fouillé, c'est pas évident d'en trouver pour l'instant. On n'en a pas trouvé. Honnêtement, on n'en a pas trouvé. Mais ceci dit, il y a beaucoup de startups qui commencent à aller vers l'utilisation du Docker, pas parce que c'est un effet de mode, mais parce que c'est une nécessité aujourd'hui. Peut-être qu'on va fouiller encore plus pour trouver des stats. Mais ceci dit, s'il n'y a pas de stats en Afrique, c'est une opportunité, c'est une aubaine en fait pour notre pays, quoi, pour devenir précurseur dans ces secteurs-là et prendre le lead. C'est comme ça que moi je vois ça et je dirais que je militerai pour ça.
nous avons les bases pour pouvoir aller vers des trucs un peu plus consistants dans ce domaine-là. Alors, on-premise versus cloud. En fait, c'est même pas comparable parce que, en fait, tu peux déployer une partie de ton infrastructure en local et avoir d'autres applications qui sont dans le cloud qui sont complètement enfin, complètement liées. Il n'y a pas... Nous, on a fait les deux. Il arrive... la dernière plateforme sur laquelle on travaille actuellement est complètement sur le cloud. Donc, les Dockers sont déployés sur le cloud, mais tu peux faire la même chose on-premise. Rien n'empêche que tu le fasses. D'ailleurs, on vient de le faire là. Rien n'empêche que tu le fasses. Bon, maintenant, en termes d'efficacité, il y a un élément dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Comme toute application open source, Docker a sa version aussi payante. Donc, pour des gens qui n'ont pas envie de se fatiguer ou qui se disent je ne prends aucun risque, bah, ouais, vous pouvez payer et puis on vous met en place du Docker à la Windows. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais là, vous voyez tout de suite, on vient d'utiliser la version Community. Ça marche très bien, il n'y a pas de problème, sauf que après, si vous vous plantez, ben, il va falloir passer des jours à lire, à comprendre et à avancer. Et d'ailleurs, une fois que vous avez compris, c'est pour tout bénéfice pour vous. Donc, là-dessus, on-premise cloud, c'est en fonction du projet. Et moi, je n'ai pas un choix particulier. En fait, si, j'ai un choix. La plateforme que nous sommes en train de déployer actuellement est une plateforme normalement qui devrait avoir le sceau de la souveraineté. Ça veut dire quoi? C'est une plateforme de data, open data avec comment on dit ça? Enfin, c'est de l'open data, c'est dans le domaine du DataGouv. Voilà. Les données que l'on met à disposition du grand public pour évaluer un secteur de l'activité d'un pays. Voilà. Donc, on a déployé cette plateforme sur un cloud qui n'est pas en Afrique, et donc les données de souveraineté se baladent ailleurs, ce qui n'est pas normal. Peut-être, ta question, Eric, on pourrait changer légèrement et parler de cloud étranger et cloud local. Et d'ailleurs, c'est sur ça que je parlais tout à l'heure quand je parlais de l'IMSP et puis du data center national. Nous, on militerait pour ça. Pourquoi on a hébergé à l'extérieur? L'ASBIN nous a fait une proposition, je n'ose même pas dire le prix ici, c'est carrément, excusez-moi, mais c'est inconscient, quoi. Je ne peux pas gérer un projet avec tous les outils, enfin bon, bref, on ne va pas rentrer dans un autre débat. Pour des raisons de coût et des raisons de flexibilité de déploiement, ben, on était obligé de faire le choix de l'extérieur. Donc, voilà un peu, Eric. J'espère avoir répondu à tes deux questions. Merci infiniment. Okay. Je t'en prie. Merci, M. Patrick. Je pense que nous allons donner la parole à M. Washington. OK. Merci beaucoup. Je remercie Patrick
et toute son équipe pour la présentation, surtout la partie démo. Juste une petite question et qui a trait à son point de chute quand il finissait. Et il disait que tout ce qu'il faisait là était en quelque sorte en mémoire vive. Alors, ça veut dire qu'au moment où je ne sais pas, on est en train de déployer un Docker, on ne peut pas le sauvegarder au fur et à mesure et en cas d'incident, est-ce que on va reprendre à reconstruire à remonter les briques et depuis le début. Donc, c'est cette partie sécurité-là que je voudrais très rapidement que vous pouvez brosser pour me rassurer que même en cas d'incident, on ne va pas tout reprendre à zéro. Merci. Merci Vincent. En fait, j'ai insisté là-dessus exprès. Tout ton environnement, hein, toute la configuration que tu as mise en place, ça ne change pas. Mais supposons que dans ton modèle de données qui est en ligne sur Super7, tu fais des modifications dans tes données. Vu la configuration qu'on a mise en place actuellement, si on arrête Docker, on la remonte, ces données sont perdues. Juste parce qu'on n'a pas fait le mapping du volume qui est utilisé. Donc, ça veut dire, en fait, dans une application, enfin, dans un déploiement concret, on ne laisse pas volatile le volume, enfin, même pas uniquement le volume. Enfin, le plus important, là, c'est le volume pour rendre tes données pérennes. On ne laisse pas le volume volatile. Donc, il faut le mapper sur un système de fichiers sur la machine haute. Comme ça, ton Docker, tu le relances, tu as tes données, tu as toutes les modifications que tu as effectuées. La prochaine fois, on pourra aller plus loin, mais ça demande un peu plus de temps, en fait, pour mettre tout ça en place. Je suis en train de bouger, mais je vais à Saint-Michel. Donc, ça répond à ta question, Vincent? Bien sûr, j'ai compris. Oui, c'est bon. Tu veux prendre la question d'Avias? Oui, allô? Oui, Avias. Oui. Oui, une heure. Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Dias. Oui, bonsoir, Dias. Oui. OK. Merci pour la présentation. Je ne sais pas, ce n'est pas tellement une question, mais peut-être une contribution ou une remarque. Bon, déjà par expérience, recueillir les questions et y répondre par la suite, paradoxalement, ça va plus vite. Déjà, ça permet d'éliminer les doublons de questions, etc. Bon, c'est juste un point de vue. Et je voudrais faire une petite contribution par rapport à la présentation. Parce que si tout va bien, je vais peut-être négocier avec M. Yahi pour qu'on puisse aboutir carrément à tout un développement, à plusieurs sessions qui vont balayer tout ce qui est déploiement DevOps. Parce que aujourd'hui, on est peut-être DSI, mais les équipes qui sortent de l'université travaillent, ce sont des DevOps qui travaillent, donc c'est avec ces outils-là qu'ils travaillent. C'est des outils que nous ne connaissions pas, etc. Donc, il faudra peut-être avoir une vue à 360 degrés, histoire d'avoir la main pour parler le même langage que les équipes qui travaillent. Donc, dans ce sens, j'aurais bien aimé que la présentation se fasse d'abord par une définition générale de ce qu'est un Docker, la comparaison que vous avez faite entre une machine virtuelle et un Docker, alimenté peut-être avec le genre de service qu'on peut héberger sur une machine virtuelle
Et la différence que ça fait quand on l'héberge sous un Docker. De façon très pratique, par exemple, on voit que si tu as 3 machines virtuelles, il faut installer 3 Windows sur chacune de ces machines virtuelles. Alors que quand tu as 3 Docker, tu as un Docker pour PHP, un Docker pour, je sais pas, pour MySQL, etc. Donc, devoir montrer cette différence pratique-là, montrer peut-être à quoi ça ressemble une architecture. Là, on est passé de votre console à la page web. Mais déjà, si on pouvait avoir un schéma qui montre le Docker, le client, etc. Bon, ça, c'est des détails qu'on peut voir par la suite. Mais pour finir, surtout, quels sont de votre expérience, quels sont les meilleurs hébergeurs de Docker, combien ça coûte, etc. Aujourd'hui, pour ceux qui travaillent sur des pages web, etc., on s'est hébergé sur OVH, sur Hostinger, des pages sous WordPress ou sous PHP tout simplement. Mais lorsqu'il s'agit d'avoir des hébergeurs qui travaillent avec des Docker, quels sont les meilleurs hébergeurs, quels sont les plus abordables, combien ça coûte? Je crois qu'ils facturent en fonction de la bande passante, etc. Donc, c'est un peu de nous faire un cahier de charges d'un déploiement Docker. Et s'il sait aussi les outils libres pour déployer, j'en sais rien, voilà, de nous le dire. Parce que ça, quelquefois, c'est peut-être un frein. J'ai bien envie que mon ministère ou que mon administration développe son Power BI, machin, ou comme vous l'avez montré, sur les Docker, combien ça va me coûter, où est-ce qu'il faut chercher à les héberger. Vous nous avez donné l'expérience de la SBIN, etc. Je crois que ça serait bien de développer ça un peu plus pour qu'au sortir de notre réunion, le DSI puisse mesurer combien ça va le coûter en matière de budget, en matière de temps de développement, en matière de technologie à développer, ce que ça va lui coûter de passer à la technologie Docker. Donc, c'était un peu ma contribution qui nous permettra d'aller au-delà de tout ce qui est DevOps après. Merci. OK. Merci bien, Bias. Je reconnais toujours pour des contributions pratiques et très intéressantes. Je te remercie pour tout ça. Déjà, pour donc la présentation, on va peut-être retoucher ça pour essayer de rajouter des explications un peu plus précises et faire des comparatifs entre donc, les machines virtuelles et puis des conteneurs, etc. On essaiera d'apporter, d'étoffer tout ça pour que vous ayez une meilleure visibilité de tout ceci. En ce qui concerne les hébergeurs, bon, à titre en fait, nous sommes entre nous. Je pourrais, vous en connaissez aussi, la plupart des hébergeurs que vous utilisez aujourd'hui, qui vous permettent d'avoir des environnements sous Linux et tout ça, vous pouvez créer des Docker dessus, il n'y a aucun problème. Sauf que moi, ce pour quoi je milite en fait, hein, c'est faire en sorte qu'en local, on puisse avoir ce type d'hébergeur. Typiquement, je réponds déjà à ta question, Abdias, et puis après, on pourrait passer à cet aspect. Moi, j'héberge aujourd'hui sur plusieurs hébergeurs. J'utilise Contabo, j'utilise, je ne sais plus trop, ça coûte
à peine, si je ne raconte pas de bêtises, je suis autour de 60 euros par mois. Et j'ai une machine Ça fait combien de gigas là, je crois que j'ai une des machines qui doit faire, laisse-moi regarder rapidement, 64 gigas. Alors, est-ce que j'ai ça ici? Non, j'ai pas ça ici. Ouais, alors, j'ai en gros hein, une dizaine de machines en ligne pour ce projet spécifique. Et c'est des machines souvent à 64 gigas de RAM. Et je suis au moins 1 Tera de stockage. Je pourrais te préciser ça. Et pas machine, en fait. Euh, c'est très intéressant pour mon business, mais je ne suis pas trop fier, quoi. J'aurais voulu héberger tout ça ici à côté, à Calavi, quoi. J'aurais voulu héberger ça, pas parce que euh, je donne du fric à mon pays, non, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est surtout le fait que ouais, ça évolue dans mon pays, la, la maîtrise des technologies IT, voilà. Moi, c'est ce qui m'intéresse en fait, Abdias. Et le, le, notre forum devrait militer pour ça. On devrait se battre pour aider à monter ce genre d'infrastructure localement. Du côté du Nigeria, on a énormément, enfin, énormément, il ne faut pas exagérer non plus. Hein, il y a Suburban qui vient de se faire acheter par un groupe américain qui a un data center qui est très évolué aujourd'hui. Il y a aussi on en a, il faut quand même compter 5 à 10 hébergeurs au Nigeria, mais qui sont orientés gros distributeurs. Ils ne font pas dans les détails comme AWS et consorts. Mais ça existe juste à côté et il serait vraiment, vraiment, vraiment intéressant que le Bénin soit le précurseur dans ce domaine-là. Donc, Abdias, pour résumer, si tu veux, je te donne la liste des hébergeurs que je connais qui peuvent te pratiquer de très bons tarifs sur de l'hébergement sécurisé. Mais nous, ce qu'on a fait aussi, hein, c'est que ces liaisons, pour nos applications les plus sensibles pour ce projet spécifique, c'est synchronisé ailleurs, hein, au cas où on perdait la machine, ben, on a le backup. Donc voilà, c'est des architectures très évoluées où on ne dépend pas que d'un seul hébergeur et on a l'autonomie totale sur la machine à faire des sauvegardes, des snapshots quand on veut. Donc voilà un peu, Abdiel, j'espère avoir répondu à ta question. Et merci, monsieur Yahi. Ah, mon micro était coupé là. Oui, c'est ça ce qu'on a remarqué. Ok. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres. C'est bon, merci Yahi. Si tu peux reverser tous ces éléments sur le document que tu vas nous partager, ce serait top. Merci bien. Merci beaucoup, Abdias. Ok, je le ferai. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants?
Vous avez la parole. Donc, on vient de faire 1h27 et on attend jusqu'à 30. Si jusqu'à 30, il n'y a plus d'autres questions, nous allons clôturer la séance. Alors, je vous remercie. OK. Et, chers amis, je vous remercie pour votre attention. Je pense que ce soir, nous allons suivre la présentation de M. Patrick Yahi sur l'utilisation des Docker en entreprise. Donc, il a essayé, dans un premier temps, de nous définir ce que c'est qu'un Docker. Après, il a parlé de l'histoire, de l'historique des conteneurs. Ensuite, il a essayé de nous présenter l'utilisation des Docker dans les grandes entreprises de par le monde, où il faisait comprendre que plus de 25% des grandes entreprises dans le monde utilisent les Docker pour encapsuler les données. Il a parlé aussi de l'avantage de l'utilisation des Docker pour certaines grandes entreprises telles que Netflix, où il donnait aussi l'exemple de l'ORTV, par exemple, qui peut, disons, s'approprier cette technologie pour pouvoir mettre ces données dans des conteneurs pour faciliter l'atteinte de certains programmes à des usagers. Ensuite, il a parlé aussi de l'avantage que l'utilisation des conteneurs peut apporter à nos data centers tels que le data center national et le data center au niveau de l'IMSP. Il a proposé, il a expliqué comment est-ce que les différents administrateurs des data centers peuvent faire bénéficier de leur structure de l'utilisation des Docker ou des conteneurs. Ensuite, elle a essayé de présenter certaines applications utilisées qu'on peut retrouver sur certains programmes tels que Red Hat, qui sont présentés, qui sont offerts gratuitement, mais qui peuvent être aussi payants si l'usager le souhaite. Donc, les avantages de chacune de ces applications qui sont mises à disposition sur le réseau.
il a parlé par exemple du Docker Hub, du Docker File, du Docker Compose. Donc, je pense qu'à la fin, il a essayé de répondre à certaines questions qui ne sont pas vraiment nombreuses, à savoir la question de M. Rick qui voulait savoir est-ce qu'on pouvait avoir des statistiques sur l'usage des conteneurs au Bénin et dans la sous-région. Donc, M. Yahi faisait comprendre que pratiquement c'est quasi nul. Il n'y a pas de. L'usage de ces conteneurs n'est pas du tout vulgarisé dans notre pays ni dans la sous-région. Il a parlé aussi de la possibilité de la question de M. Wachinou, qui voulait savoir la possibilité de sauvegarder l'usage des conteneurs quand on travaille sur son ordinateur. Il a expliqué qu'il fallait qu'on pouvait le faire, mais c'est qu'il fallait le faire depuis le début, qu'il faut déployer, il faut laisser, disons, pour éviter la volatilité des données, il fallait mapper ces données pour éviter que ces données repartent quand on finit de les utiliser. En plus, la troisième question de M. Abia, c'est plutôt une contribution qui voulait savoir les meilleurs hébergeurs dans le pays. Donc, M. Yahi a promis de lui donner la liste de tous les meilleurs hébergeurs qu'il a en sa possession. Donc, voilà comment je peux résumer en quelques mots ce que la présentation de notre cher doyen, M. Yahi Patrick. Je vous remercie. Monsieur Patrick. Monsieur Patrick. Monsieur Patrick. Je suis là. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ou un mot de fin? Oui, merci bien. C'est juste pour remercier tous ceux qui ont bien voulu participer à ceci. Et comme je disais tantôt, dans le monde des infrastructures de nouvelle génération, des architectures, c'est le premier socle en fait. C'est au fur et à mesure, en fonction de nos disponibilités, on pourrait travailler sur et avancer, voir les outils d'orchestration, voir les outils d'intégration continue, etc., etc. On pourrait, et comme ça, les choses, au fur et à mesure qu'on avance, les choses pourraient être un peu plus claires. On a voulu être pratique et montrer que déjà, maintenant, on pourrait commencer à l'utiliser. Ça peut servir dans notre environnement, déjà même en local, sans aller dans un cloud, déjà, ça pourrait servir. Donc, encore une fois, je vous remercie et donc à une prochaine fois. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, M. Patrick. Je vous souhaite une agréable soirée à tous. Merci pour votre participation. Même ceux qui n'ont pas eu le temps d'intervenir, je suis sûr que la prochaine fois, vous allez tous intervenir. Merci, agréable soirée à tous. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. C'est gentil. Et au nom du bureau, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont consacré un peu de leur temps pour nous écouter, pour nous suivre. Et nous espérons qu'on sera encore plus nombreux. Le prochain After Work, c'est pour le vendredi prochain, le 12. Et ça sera le duo Armand Boudrenou et voilà, coaché par, modéré par Mireille Toupé. Ça serait sur le thème gestion des projets. Donc, la publication sera faite sous peu et je sais qu'on sera également nombreux pour les appuyer, pour les accompagner. Merci beaucoup et bon week-end à tous chacun de nous. Merci Vincent. On est ravis de retrouver les acteurs comme on les aime.